Provençal varem, Provença, Provençal, parlarem. Provençal sur la Grespina, nostro mare Provençal bello, a calanque mar clarinello, suleu e neu per esquiar, Podem vieure caloyeneri. Notre exposition cette année, 2013, porte comme titre « Vive les mariés ». Nous avons trouvé intéressant de montrer des vêtements de fête intimes mais familiales. Et une grande quantité de mannequins ont été prêtés, soit par des collectionneurs, soit par des galeries d'art, soit par des personnes individuelles. Alors nous allons commencer par vous présenter deux magnifiques robes blanches que monsieur Serge Liagre de la galerie d'art à Toulon, Villa Rosemène, va vous présenter. Et donc je suis collectionneur depuis tout petit. J'ai connu une demoiselle qui est devenue ma femme, on faisait de la danse folklorique. Ça commence toujours à peu près pareil. Et à partir d'une chose assez traditionnelle en Provence, il y a des vocations qui s'ouvrent vers la vie. Et donc j'ai commencé à acheter des costumes et à collectionner le costume depuis l'adolescence. Et il y a 4 ans, je m'y suis remis de manière très très sérieuse avec la Villa Rosemène, que j'ai créée à Toulon dans une villa balnéaire 1900 avec un espace d'exposition de 120 mètres carrés. Et il y a un an, j'ai vu débarquer en bus entier plus de 70 personnes d'Arlésiennes en costume. Madame Castagnier et son groupe et Renaissance qui sont venus me voir à Toulon pour une exposition sur les robes de mode. Et depuis, nous sommes en contact et naturellement, Renaissance m'a invité, comme vous voyez ici, dans cette belle chapelle, dans cette belle église à Arles. Et moi, je suis vraiment très fier d'être ici, parmi tous ces gens qui travaillent pour la tradition et le costume et le textile. Alors ici, c'est la bourse textile, la Villa Rosemène, c'est-à-dire ce sont les adhérents de la villa qui me proposent de mettre en ligne sur le site des costumes anciens, 18e et 19e. Et ma spécialité, on s'arrête à la fin du 19e siècle, 1880-1900, on ne fait pas le 20e siècle. Et évidemment avec une large place attribuée aux costumes traditionnels et aux costumes provençaux. Alors les deux mannequins que vous voyez ici, ces deux robes sont issues d'une exposition qu'on a présentée à Toulon et qui s'appelait Costume de famille, la robe en héritage. En héritage, pourquoi? Qu'est-ce qui est exceptionnel dans ces deux mannequins, dans ces deux robes? Ces deux robes ont appartenu à la même famille depuis 300 ans. C'est une famille du Bossé, dans le Var. Et ce sont des robes de mode, et notamment des robes de mariée. Par exemple, la robe de droite appartenait à Françoise Joséphine Fulconis. Elle est née en 1791 au Castellet et elle s'est mariée en 1809, époque Premier Empire, avec la capote en soie, les rubans d'époque Premier Empire. La robe de gauche, c'est une robe de mariée de 1848, et lors d'une noce avec Fulcran d'Esprey Bourdon de la Cronière, officier de marine à Toulon. Donc c'est une robe fin Louis-Philippe avec la capote aussi d'origine. Ça c'est absolument exceptionnel et c'est un petit peu des situations rêvées pour les gens qui travaillent dans le patrimoine ou même pour les musées. Le groupe Renaissance nous a invités à présenter tout ce que nous avions au sujet du mariage. Alors au centre de la chapelle Sainte-Anne, nous avons essayé de présenter le mariage à Arles en partant du XVIIIe siècle avec toute la lente évolution du costume vers la Révolution et puis ensuite vers les années 1820, le Second Empire, jusqu'aux années 1925. Ensuite, dans le chœur, les jeunes femmes qui se sont mariées dans ces dernières années en arlésienne à Arles ont bien voulu prêter à l'association Renaissance l'ensemble de leurs tenues de mariage qui sont dans le chœur et qui sont tout à fait présentes. Elles sont présentées en cercle et on dirait un véritable chœur antique. Elles sont toutes très belles et très fraîches. Pour nous, nous avons sorti des placards beaucoup de costumes, mais surtout aussi des costumes d'hommes qui ne sortent pas très souvent, qui ont été prêtés aussi par le château de Sauvent à Mannes. Et nous avons pu comme ça mettre un marié avec chacune des mariées. Nous avons un très beau tableau de Raspail qui présente une arlésienne avec des œillets, qui a un droulet de cette couleur légèrement corail en soie et qui a surtout un splendide galon d'argent. Le galon d'argent, c'était vraiment le signe du mariage, celui-ci étant passementerie d'époque. On a mis un corset souple en brocart d'argent et puis on lui a mis une palatine en dentelle de Brabant qui présente
de l'époque Régence, exactement le petit vase de fleurs qui se trouve sur le brocart. Une jupe entièrement brodée en Inde, au point dit de Beauvais, et qui est multicolore. Ensuite, nous avons un costume. Alors, bien sûr, cette mariée a un velay tout autour de une velette, un velay autour de la coiffure à la chanoinesse. Le velay est ancien, la coiffe est malheureusement reconstituée parce qu'il est très difficile. On a mis quand même une Valencienne d'époque, du 18e. Ici, nous avons un costume très rare, qui est un costume de l'extrême fin du XVIIIe siècle, qui présente une palatine de dentelle multicolore. Et puis, elle a une jupe qui s'attache très haut. Et puis, un vert qui, malheureusement, résiste très mal au temps et qui change, qui se décolore. Un petit peu comme le bleu qui se trouve ici, c'est l'époque qui veut ça. Il est porté, c'est une jupe qui est dans le même style, c'est-à-dire à taille haute, néoclassique. Alors, le fichu est dit de Madras. Il n'a sûrement pas été fait à Madras, parce que Madras, c'était colonie britannique les 3/4 du temps, mais peut-être plus facilement à Pondichéry ou dans la région. Et il est en soie, et il est brodé de soie muga. La soie muga, c'est la soie naturelle. Il est dans un répertoire décoratif encore 18e. La coiffe est bonne d'époque, elle est ancienne, et le ruban est 18e. Les rubans 18e sont très rarement parvenue jusqu'à nous. Elle a aussi une chemise avec un col denton qui est en petit fileté et qui présente une ceinture en dessous, ça ne se voit pas, mais une ceinture pour la taille haute. Le Spencer est brodé et puis il a des petites paillettes. Nous avons ici une mariée qui est de l'époque 1820. Alors pourquoi elle est 1820 ? Eh bien, elle est 1820 à cause de son verre. Ce verre est très très particulier. Il a été à la mode à cette époque. On l'a fait aussi bien sur le coton que sur la soie. Et il est la quintessence même de cette époque-là. C'est le dernier avatar de la palatine. Et la palatine est en dentelle tout à fait française. Un petit volet de malines, un ruban. Nous avons ici une mariée 1830. La robe est en moire or, avec de très grandes manches. On se rend tout de suite compte, et il y a des visiteurs d'Arles de Vancouver qui ont été émus de la taille microscopique de la jeune mariée. C'était encore une enfant, on les mariait vers 16 ans, et souvent elles n'avaient pas terminé leur croissance. Nous avons un fichu de mousseline brodée et un nœud de gaze de soie. Et ce nœud de gaze de soie était gaufré. Les grandes manches. Ici, nous avons une robe qui est toute en chiné à la branche. Le chiné à la branche avec un verre encore soluble. C'est-à-dire que si vous le trempez dans l'eau, il se dissout. C'est une technique qui rappelle le 18e, qui a été reprise sous Napoléon III. Mais sous Napoléon III, comme c'était trop cher, on a fait de l'imprimé sur chaîne. Elle a un fichu. Ce fichu également a été prêté par le château de Sauvan avec les grandes franges de soie. C'est l'équivalent de tous ces fichus que l'on voit sur les portraits qu'il y avait au musée des ATP. Elle a des manches de blonde, très difficiles à restaurer parce qu'on ne trouve plus une blonde aussi fine. Alors ici, nous avons une robe des années 1875 dans une soie qui est extraordinairement brillante et qui est très audacieuse dans ses coloris. Audacieuse comme les tissus psychédéliques que nous avions dans notre enfance dans les années 70, mais 1970. Alors, elle est 1870, elle a une grande traîne à l'arrière et malheureusement, ces soies sont en train de disparaître. Elles disparaissent progressivement, le temps a raison d'elles-mêmes. Voilà, un fichu de soie à maille grecque et puis sur les bras, une grande écharpe de blonde. Nous avons un costume ici qui est 1900. Alors c'est la mariée traditionnelle qui est gancée. Elle a un très très beau voile de blonde, un très beau voile de dentelle de blonde, appartenant à quelqu'un de l'association d'ailleurs. Et c'est le bleu qui est intéressant ici. Et puis elle a une traîne.
On faisait ce genre de traîne dans les grandes occasions. Ici, nous avons une mariée 1925 qui est modeste. C'est une mariée modeste, mais c'est le début de la fibrane. Il n'y a plus de soie. La fibrane était obtenue par la cellulose. Elle présente un microscopique petite rose à la Paul Poiret, en ton sur ton. C'est le début du veston, avec le revers en satin façon smoking. Il a une chemise très empesée. On donnait ça à des repasseuses spécialisées. Et il a le gilet blanc qui est empesé également. Ça aussi, demandait des trésors de repassage. Il a un nœud papillon. À partir de cette époque, on peut parler de nœud papillon en gaze blanche, enfin en organdie blanc en fait. En organdie blanc. C'est le début de l'organdie. Un chapeau provençal et surtout les pantalons à rayures avec la taille très très haute. Le pantalon à rayures à la taille très très haute. Nous avons ensuite un marié 1900 en tenue dite de fantaisie. Ces tenues étaient faites pour ne pas accrocher les dentelles des dames. On portait donc un dolman. C'est un dolman qui est marqué de la belle jardinière, là où on commandait où les officiers commandaient leurs uniformes. Il a des épaulettes qui sont simplement en passementerie, au lieu d'avoir des épaulettes dorées. Et puis il porte le képi polo, qui a été porté avant la guerre de 14 et après a été généralisé à la guerre de 14. Le pantalon avec la tenue de fantaisie était un pantalon smoking traditionnel. Ici, nous avons un marié d'après 1875 qui est du 87e de ligne. Il porte le képi foulard, toujours le col officier avant 14, le 87e de ligne, et il est bien entendu avec le bouton, avec la grenade. C'était une tenue d'apparat qui ne vient pas des réserves de l'armée, mais qu'il a dû faire pour son mariage. La période avant 14, c'est une longue période qui va de 70 à 14, où l'armée française se reforme. Elle connaît son ennemi, c'est l'Allemagne. Elle veut récupérer l'Alsace-Lorraine. Donc il va y avoir une armée très puissante, très entretenue. Et c'est pour ça que l'on se mariait beaucoup en tenue d'officier. Ici, c'est un capitaine, il finira général, marié des années 1850. Nous lui avons mis un pantalon à carreaux, le frac, qui était courant, un gilet de mariage brodé, avec une taille très très mince. Très très mince. C'est encore l'époque où les hommes cachent un petit peu le fait de porter un corset des fois. On le voit dans Balzac, hein, la cousine bête. Ici, vous avez une cravate Ascot, qui n'était en principe portée que pour les courses, pour le derby d'Ascot, mais que l'on mettait quand même pour se marier. Un col dur, un chapeau melon. Le chapeau melon date du XVIIe siècle, mais il se généralise à partir des années 50-60. Ici, nous avons un marié des années 1830. Alors, c'est très difficile de retrouver tout, parce que la France a connu 2 guerres très dures où on a réutilisé les textiles, surtout ceux qui étaient chauds, ceux qui étaient en laine, ceux qui étaient d'hommes. Alors, le pantalon est refait, mais le gilet est bon d'époque. Il est en en velours de soie façonné. Il y a une chaîne de montre en fonte de Berlin et une veste qui a eu plusieurs vies. C'est une veste de velours de soie. Elle a dû servir d'apparat au départ. Ensuite, elle a été transformée en veste d'intérieur et elle a fini en déguisement. Mais comme elle a exactement la coupe des vestes du 19e siècle que l'on voit dans les ateliers d'artistes peints par les peintres, nous avons été bien contents de la mettre parce que le marron aussi a été mis à la mode par le beau Brumel, le dandy de l'époque du 19e siècle. Le marié 1820, nous lui avons mis un gilet qui est en laine, brodé de soie, blanc. Nous lui avons mis un frac, un nœud qui s'appelle pas papillon encore, il ne s'appelle pas du tout papillon à cette époque-là, mais c'est un nœud. Beaucoup d'hommes portaient des nœuds, les écoliers portaient un nœud, tout le monde, et puis un col dur et un plastron. Le chapeau, bien entendu, c'est le chapeau gibus reflet. Ensuite, nous passons à un homme des années après le consulat, que l'on a appelé l'incroyable.
Pourquoi l'incroyable? Parce qu'il a une veste terriblement colorée, avec des couleurs, des rayures. Cette veste, c'est un jersey de soie. En dessous, il a un gilet court. Ce gilet court est en soie, brodé de soie chinoise. Il y a des paillettes, il y a des clinquants. C'est typique de cette époque où, en réaction avec la terreur, on veut vraiment afficher sa joie de vivre. Et on affiche sa joie de vivre en portant des coiffures extraordinaires. Vous voyez, il a les cheveux longs, il a des mèches sur les yeux, il a une cravate assez exubérante aussi, qui est bonne d'époque et qui est ancienne. Et puis, on lui a mis 2 gilets, en fait, parce que souvent, on avait 2 gilets, un par-dessus l'autre. La culotte le tissu est bon d'époque, mais elle a été refaite parce que presque pas de culottes sont arrivées jusqu'à nous. On pense ensuite à un marié 18e à qui on a fait la cravate solitaire. Alors cette cravate solitaire, bien sûr, elle n'est pas venue jusqu'à nous, il faut la refaire spécialement. C'était un cordon noir qui partait du catogan qui se trouvait sur la perruque et qui allait sur la cravate de devant. La cravate souvent en dentelle, hein. Vous savez que même Benjamin Franklin avait des cravates en dentelle. C'était courant, c'était pas du tout efféminé, c'était courant. Ici, nous avons un gilet de laine brodé d'argent. Et vous voyez que c'est un gilet court. En fait, à partir de l'époque qui va se rapprocher de la Révolution, les gilets d'hommes vont raccourcir et on dira que le goût de la royauté, moins on était royaliste et plus on avait le gilet court. Ici, vous avez une veste de drogué. Alors, le drogué, c'est un tissu fait à Lyon et qui probablement a été de mariage parce que ce joli rose, voyez-vous, va très bien avec sa mariée qui est en vert. Le gilet et le juste au corps sont de la même époque. Le gilet est en satin de soie, brodé à disposition et brodé de soie chinoise, très plate, avec des effets sur la manche, vous voyez, des petits boutons. Il a conservé tous ces petits boutons. Et puis l'extrême élégance du XVIIIe siècle, c'est-à-dire un costume qui est à la fois très simple et très raffiné. Les culottes sont anciennes, bien qu'il faille penser qu'elles ne soient pas tout à fait du XVIIIe. Voilà. Alors, dans cette petite chapelle, nous avons cette fois-ci, puisque le thème était le mariage, profité de ce merveilleux décor pour évoquer le mariage à l'église. Alors, ici, nous sommes donc dans la ville d'Arles et le mariage est quelque chose qui est hérité du droit romain. À partir du VIe siècle, l'Église se rend compte que le sort réservé aux femmes, qui sont toujours sous la menace d'être répudiées, est assez terrible, surtout à cause des enfants, bien sûr, et va instaurer le mariage chrétien. Ce mariage chrétien, avec l'indissolubilité, va être le nœud gordien de toute l'histoire. Ici, nous avons un rappel, les stèles du mariage antique. Qu'est-ce qu'on a conservé du mariage antique? En fait, on a conservé le fait que la femme portait un voile qui s'appelait le velarium flammeum, mais qui était orangé à l'époque. Depuis, on l'a fait blanc. Et puis, la femme était conduite à l'autel des ancêtres pour être confiée à son mari au bras de son père. Cette coutume a été également conservée. Ensuite, le fiancé, pendant les fiançailles, faisait don d'un anneau qui était la promesse de mariage à sa fiancée, et ça aussi a été conservé. Pour ce qui est du mariage chrétien, donc hérité de ce droit romain, il va être consacré par le Concile de Trente en 1545 comme un des 7 sacrements. La présence d'un prêtre devient obligatoire, la présence de 2 témoins également, et ce qui devient obligatoire, c'est de le consigner dans un registre. Nous avons ici un registre de 1690 avec un certificat de mariage de 1691 également, signé par Monseigneur de Boisgelin. Alors, le mariage va devenir, en 1795, la séparation de l'Église et de l'État, et le mariage ainsi devient quelque chose de purement civil, et le divorce est accepté, mais il n'aura vraiment de succès qu'après la guerre de 14. On se marie toujours à l'Église,
surtout pour la grande majorité des Arlésiens, je pense. Alors la mariée du XVIIIe siècle avait autour du cou, des fois, un petit... des strass. Bon, ici à Arles, il est certain qu'elle avait toutes ces belles croix d'Arles. Les princesses et les reines se mariaient en argenté au XVIIIe. Mais les personnes qui n'avaient pas de titre aussi honorifique se mariaient simplement dans des couleurs très vives, comme le bleu qui se trouve ici. Ici, c'est une mexicaine bleue. Alors, on a mis un véritable jupon, comme on les aime en Provence, avec à la fois les corbeilles, les amours, enfin, ce qui signifie bien le mariage. Et on portait de très grandes barbes de dentelle. Ce sont les grandes barbes de dentelle qui faisaient le mariage. Ici, nous avons une grande barbe d'Alençon, avec un tour de coiffe en alençon, un fichu bordé d'alençon. L'alençon est une dentelle à l'aiguille faite en Normandie et c'est très très long à faire parce que ça se fait sur un velin, c'est très compliqué et très cher. C'était la grande spécialité de la France. Jamais personne n'a égalé la beauté de l'alençon. Nous lui avons quand même mis des engageantes en dentelle de Bruxelles, un peu régence, un peu grande. Les engageantes servaient à engager à la danse. On engageait à la danse. Ici, donc, c'est une chapelle. Alors, comme c'est une chapelle, on veut montrer, à partir du mariage de Junot d'Abrantès, en 1800, la mode du blanc s'impose. Elle vient d'Angleterre, cette mode. Elle s'impose d'autant mieux que la mode de la mousseline se répand. Alors, on a présenté quand même la mariée tout en blanc. C'était fait pour contraster avec l'or de l'église, l'or des bois dorés, l'or des peintures, l'or de tout ça. Alors, nous avons évoqué ça par la très belle paramantique que vous voyez exposée, qui était un vif contraste avec la robe de mariage. Nous avons de la paramantique italienne d'époque Régence qui est suspendue ici, ainsi qu'un voile de calice, probablement italien aussi, avec une nappe d'autel, la nappe d'autel en dentelle de Milan. Sur l'autel principal, la dentelle de Milan, très grande, de motif Régence, très très belle. On a du mal à cette époque de différencier le Milan de la dentelle de Bruxelles. Ici, nous avons quelque chose de plus ancien qui date du XVIe siècle, qui est un antépendium en filet brodé. Nous avons bordé la nappe d'autel d'une dentelle de Venise avec des petits bouts de dentelle comme on les voit sur les portraits de Van Dyck. Nous avons représenté donc les mariées blanches. Ici, nous avons une toute petite mariée de l'époque Napoléon III, à une époque où elle ressemble plus à des communiantes qu'à des mariées. Nous avons ici tout le mariage 1850 et surtout nous avons une robe empire avec son manteau de cour de mariage. Je peux y aller ? Le manteau de mariage, le manteau de cour était un grand symbole de la cour, déjà de la royauté, et va être interdit par Louis-Philippe. Louis-Philippe va refuser le costume de cour, le manteau de cour. Le costume de cour sera rétabli après le 2 décembre par Napoléon III, mais le manteau de cour ne reverra jamais le jour et il sera ensuite réservé aux autres cours d'Europe. Ici, nous avons une mariée 1820. Alors, c'est le début de la dentelle mécanique et le réseau est entièrement mécanique, mais par-dessus, on brode. On brode au point de Sarcy. Et comme souvent les grands voiles sont très très chers, la mariée porte un béret ou porte un chapeau à la Pamela, comme on verra tout à l'heure. Ensuite, on se resserre en mettant un fond d'une autre couleur. On se resserre de cette dentelle et on porte. Vous voyez, on a mis une demoiselle d'honneur ici. Ici, nous avons réservé une place à la mariée 1870. Elle est toute petite. Elle est presque enfantine encore. Elle devait avoir entre 15 et 16 ans peut-être. Elle n'avait peut-être pas fini sa croissance tellement elle est petite. Mais quand même, elle avait de la poitrine, on s'en rend compte en la mannequinant. Et puis, elle a beaucoup d'agréments en satin uni sur des soies façonnées. C'était typique de l'époque.
Ici, nous avons encore un costume du XVIIIe siècle. Ce costume du XVIIIe siècle est en satin de soie chinoise parce qu'il y a des furies. Vous avez ici le phénix de l'impératrice. Alors ce phénix, cet animal mythique qui a une queue avec des plumes de paon, qui avait bien sûr des grandes griffes et puis des ailes. Et c'est cet animal mythique qui a donné le petit oiseau de moustier qui est maintenant sur toutes les assiettes de tout le moustier. Ici, on a surtout présenté une pièce d'estomac en blonde de Caen 18e. On a présenté des grandes barbes de dentelle qui sont au fuseau à pièces rapportées. Ça, c'est le sommet de l'art dentelier. Il ne s'est fait qu'à Bruxelles. Il s'est fait qu'à Bruxelles parce que Colbert, malgré toute sa persuasion, n'a jamais pu faire venir en France les fameuses dames qui commandaient ces dentelles, qui étaient les marchandes, qui commandaient la fabrication de ces dentelles. Parce que tout ce qui est opaque était fait au fuseau, tout ce qui est transparent était fait à l'aiguille, et chaque réseau transparent était fait par une dentelière différente. Donc il fallait posséder une technique parfaite, un dessin parfait, connaître ces dentelières et ensuite remonter tout cela. C'est une technique qui n'a jamais pu être exportée. Ici, nous avons un bonnet à bec qui est en vieux Flandre, avec une dentelle tout autour. Et ça a été plus facile, mais ça a toujours été fait qu'en Flandre, en fait. Ici, nous avons le certificat de mariage de 1690, le registre de paroisse de la même époque. Et nous avons quelques exemples de coiffures exceptionnelles. Sur les eaux-fortes qui sont là. Ici, des petites chaussures de mariée d'époque romantique avec des gants. Et puis une grande barbe de dentelle. C'est le dernier avatar de la dentelle de Bruxelles. C'est un petit peu trop léché. Vous voyez, le XVIIIe siècle avait plus de méandres, plus d'inventivité, beaucoup plus de choses. À partir des années 1880-1870, la dentelle se sclérose un peu. Ici, nous avons présenté un costume d'une grande simplicité qui est simplement en tulle. Alors, le grand principe du XVIIIe siècle, ça a été la différence entre le mat et le brillant. Alors, le mat, eh bien, c'est simplement le tulle, et le brillant, ce sont les chevrons de satin blanc. Vous voyez la coupe très simple, le haut très très simple, et puis des coiffures très exubérantes à cette époque, et de la blonde dans les cheveux. Ici, nous avons une robe de mariée 1870 qui présente un voile dans une dentelle anglaise qui est suffisamment rare pour qu'on puisse la signaler, qui s'appelle le Carrick-Macross. Le Carrick-Macross va avoir un énorme succès parce que c'est une dentelle qui est semi-mécanique, il faut le dire. Voici. Ici, on a mis un ensemble de mouchoirs de mariée, un ensemble de tenues de couronnes et de petits chapeaux de mariage plus récents. Les bas aussi en soie, les gants, tout cela faisait partie du rituel. Le mariage, c'est très codifié. C'est très codifié. Il fallait faire oublier à la jeune fille, par des préparatifs très compliqués, la réalité du mariage. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'au XIXe siècle en particulier, peut-être au XVIIIe aussi, beaucoup arrivaient au mariage sans savoir vraiment ce qui les attendait. Et ce n'était pas franchement des mariages dont elles avaient choisi le partenaire. Donc il fallait... Et ce sera à partir de Vatican II seulement, quand on aura vraiment changé le rituel, que l'on demandera aux mariés si ils se sont choisis librement, et surtout, on leur demandera de se marier eux-mêmes. C'est un sacrement qu'ils s'offrent l'un à l'autre. Ce sont les mariés qui se marient eux-mêmes et non le prêtre qui les marie. Voilà. Ici, nous avons un ensemble de costumes qui ont été portés par des jeunes filles d'Arles à l'occasion de leur mariage. Elles nous ont fait la gentillesse de nous prêter leurs robes avec leurs très beaux voiles, leurs très belles pèlerines de dentelle, leurs beaux rubans. Et vous pouvez voir au centre une mariée gancée
avec une très jolie pèlerine. Vous avez à côté des mariés en ruban avec le veloute. Et puis des bouquets. C'est à partir de l'époque de 1850 que le bouquet va se généraliser. Jusqu'à 1850, la jeune mariée va à l'autel avec son missel. Après 1850, elle a un bouquet qu'elle va souvent laisser à la Vierge. C'est dans le rituel, ça aussi. Ici, on voit qu'une jeune femme s'est mariée avec un gendarme en uniforme et en képi. On voit donc que cela continue, vous voyez. Vous avez ici une robe qui est manifestement toute brodée. Vous avez des robes quand même très élaborées, dans les tons très pastels. Et toutes ces jeunes filles ressemblent à un chœur antique. Che fai là per avare Sanineo? Le travail est là, c'est tout. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. La mort, la vie, l'amour.